Le moment est venu de prononcer ces quelques mots qu'on a attendus si longtemps cet hiver. Salut les fous du volant, salut Stéphane. Salut Gilles. Alors c'est le grand moment de la reprise pour votre podcast 100% sport mécanique Made in Eurosport avec Stéphane Vrignot et avec cette nouveauté, vous pouvez désormais nous retrouver sur le YouTube Eurosport France. Ça n'est plus donc le podcast que vous pouvez suivre comme c'était le cas jusque-là, mais donc les fous du volant en vidéo et en intégralité. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, des questions, éventuellement nous soumettre aussi quelques axes de réflexion pour cette saison 2025 qui commence. Le lien est encore plus fort, Stéphane, avec ceux qui nous suivent. On va attaquer la saison 6 des Fous du Volant avec la vidéo en plus. Oui, écoute, c'est une nouveauté qui est assez géniale, on l'attendait, on y est. Et ce qu'on attend aussi, effectivement, c'est une participation de vous tous. Comme tu le dis, Gilles, si vous avez des sujets à nous soumettre, parce qu'on peut peut-être passer à côté de choses assez importantes, on essaie de balayer ce qui compte comme actualité dans le paddock, autour de l'univers des Grands Prix, mais toutes vos suggestions seront les bienvenues. Alors le programme de ce premier Fou du Volant millésimé 2025, on va d'abord aborder ce match à 3 qui se profile avec McLaren, avec Ferrari et avec Red Bull, mais pas dedans Mercedes. On en reparlera un petit peu plus tard, éventuellement après le premier Grand Prix de la saison. Et puis on va parler quand même d'Alpine aussi dans ce premier numéro des Fous du Volant. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières saisons chez Alpine. On attend beaucoup de l'équipe qui défend les couleurs françaises. Et puis, à grande saison, invité prestigieux, les amis. On va commencer avec du lourd, du très très lourd. Je devrais peut-être même dire 8 fois lourd parce qu'on reçoit un octuple champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier, qui nous fait l'immense honneur de lancer la saison 6 des Fous du Volant. Stéphane, on se connecte avec Sébastien Ogier. C'est un immense privilège pour débuter 2025. On attaque avec un octuple champion du monde des rallyes, Sébastien Ogier. 1000 merci, j'ai envie de dire, je sais pas, 8000 pour 8 titres, je sais pas. En plus, 9 même avec son titre en junior. On va pas s'enflammer, merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi de passer un petit moment avec vous. En plus, vous êtes assez rare dans les médias, donc on prend vraiment ça avec d'autant plus de joie. Donc, octuple champion du monde des rallyes. Leader actuel du championnat du monde après votre 10e victoire au Monte-Carlo. Stéphane, on va attaquer dans le vif du sujet. Vous avez 8 couronnes avec 3 constructeurs différents. C'est unique. Est-ce que c'est votre plus grande fierté en termes de rallye ? Je dirais que c'est une fierté évidemment d'avoir réussi à gagner avec plusieurs équipes, mais c'est surtout, on va dire, des souvenirs incroyables et des émotions que j'ai pu partager avec des personnes différentes, des cultures différentes, dans un environnement où voilà, on a commencé avec Volkswagen, une équipe qui avait des moyens incroyables et qui vraiment laissait rien au hasard pour gagner. Ça a été des moments très forts, mais gagner des titres avec une équipe comme M-Sport qui, elle, devait composer avec des contraintes budgétaires beaucoup plus contraignantes, ça a été, j'ai envie de dire, humainement peut-être encore plus fort et encore plus incroyable de voir ce que eux ont pu vivre, de enfin réussir à gagner ce titre qu'ils n'avaient jamais réussi à aller chercher. Ça a été des super moments. Et puis là, j'avoue qu'à l'heure actuelle, avec Toyota, je suis encore dans un environnement où je prends beaucoup de plaisir, où la culture japonaise m'inspire beaucoup aussi. Et où voilà, c'est vrai que chaque étape de ma carrière, finalement, a apporté son lot de bonheur, de joie. Et ça, c'est vrai que d'avoir une carrière riche sur ce point de vue-là me rend fier et heureux. Le rendez-vous manqué, c'est peut-être avec Citroën. J'ai presque envie de dire les rendez-vous manqués parce que vous avez roulé 2 saisons en WRC pour Citroën. Il n'y a pas eu de titre avec le... Oui, je crois 3, oui, tu as raison. 2 avec le constructeur, l'usine. Et avec le Junior Team. Et ça l'a jamais fait ? Ça l'a jamais fait ? Ouais, ça l'a jamais fait. De dire que c'est un échec, enfin, je sais pas. En tout cas,
après. En tout cas, je n'oublierai jamais que c'est quand même aussi grâce à eux que tout a commencé pour moi. Parce que c'est vrai qu'en sortant de la Coupe Peugeot en France, c'est Citroën qui m'a donné ma première opportunité d'accéder au championnat du monde des rallyes. Et c'est vrai que alors, la première saison dans l'équipe junior était là pour se former. Assez rapidement, on réussit à intégrer l'équipe d'usine aux côtés de Seb Loeb. Et c'est vrai que ces moments-là ont été très importants dans ma carrière. Et à l'époque, voilà, si Olivier Quesnel et Citroën ne m'avaient pas donné ma chance, je serais resté moniteur de ski dans les Hautes-Alpes et voilà, je n'aurais pas fait grand-chose en termes de sport auto, je pense. Donc, du coup, je suis quand même toujours très reconnaissant de ce passage-là de ma carrière. Alors, en 2011, à ce moment-là, ne pas gagner face à Seb Loeb, qui était plus ou moins sur la fin de carrière avec voilà, l'homme qui a battu tous les records dans ce sport et avec une expérience beaucoup plus grande que la mienne à ce moment-là. Je pense que je n'ai pas à rougir de ne pas avoir gagné à ce moment-là. C'était malgré tout hyper formateur pour moi. Je pense que si je me rappelle bien, sur la saison, on avait plus ou moins le même nombre de victoires quand même. Donc c'était quand même des moments positifs pour moi. Clairement. Après, c'est vrai que le passage 2019 et mon retour chez Citroën, bien sûr, j'aurais aimé que la boucle se referme sur une victoire avec eux. Et d'ailleurs, à ce moment-là de ma carrière, j'envisageais de terminer, c'était plus une idée de terminer ma carrière avec eux et essayer, bien sûr, de gagner un titre au moins avec eux. Ça ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. On ne va pas commencer à évoquer tous les détails. Non, mais c'est pas le but. Non, mais ce rendez-vous manqué, alors, je précise quand même que cette saison 2019, elle vous apporte quand même une satisfaction. Vous signez la 100e victoire en mondial. Pour Citroën, c'est quand même pas rien. Oui. C'est une marque de passage assez géniale quand même. Mais ce rendez-vous d'un pilote champion du monde français avec une marque française un petit peu manqué, ça me fait penser aussi à Didier Auriol avec Peugeot, où il y avait des problèmes techniques et où le courant passait pas bien et où il y avait un problème technique insurmontable. On a vu cette année-là que ça tenait plus à la technique, peut-être. La voiture avait un problème de suspension, de liaison au sol. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous n'avez pas trouvé la performance et que humainement, quand même, ça allait? Humainement, moi, je pense que ça s'est bien passé. Après, c'est sûr que techniquement, on voyait bien qu'à ce moment-là, moi, de mon côté, c'était plus la même équipe comme lors de mon premier passage chez Citroën. Honnêtement, cette machine à gagner des débuts des années 2000 jusqu'à 2011, 2012, là, je pense que malheureusement, l'environnement a un petit peu changé et c'est vrai que la C3 était une voiture qui pouvait être performante dans certaines conditions, mais globalement très difficile à exploiter quand même sur l'ensemble du calendrier. Et qui plus est, à ce moment-là, Toyota commençait à être de plus en plus fort et avait une Yaris qui était clairement plus performante que la C3 sur cette saison-là. Alors voilà, il n'y a pas d'excuse, hein, on gagne ensemble, on perd ensemble. On ne va pas dire que c'était impossible, ça c'est pas passé si loin que ça de le faire non plus quand même. Mais ouais, il manquait deux, trois petits détails pour faire que ça soit vraiment une combinaison gagnante cette année-là. Et on sait que ça se joue à pas grand-chose. Non, pas grand-chose. À ce niveau-là, on sait que ça se joue à pas grand-chose. C'était très fort sur cette saison-là, donc rien à dire. Et puis voilà, et puis finalement, lui, Hoyt, champion du monde en 2019, décide un petit peu contre toute attente de quitter l'équipe en fin d'année. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, ça a été une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer d'aller chez Toyota et d'essayer d'aller conquérir d'autres titres avec la Yaris. La question qu'on a envie de vous poser, il y a eu cette cohabitation avec Sébastien Loeb, ça a fait des étincelles parce que vous êtes deux gros caractères. Vous vous êtes recroisés depuis, souvent, je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le monde du sport. Parfois, une fois que les années passent, les grands adversaires se retrouvent. Est-ce que vous vous êtes recroisés? Est-ce que vous avez échangé? Ou est-ce que vous restez toujours à distance l'un de l'autre? Ah oui, ça fait bien longtemps que les tensions de 2011 sont derrière nous, je pense. Donc ouais, moi, ça me fait toujours énormément plaisir de le recroiser. On a, comme tout le monde le sait, eu l'occasion
de faire quelques rallyes ensemble à nouveau encore, où on voit à chaque fois que l'engouement au niveau du public est toujours aussi grand. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se retirer de belles bagarres. La dernière, Monte Carlo 2022, si je me rappelle bien, c'est lui qui gagne. Mais c'est vrai que je pense qu'avant tout, aujourd'hui, c'est un immense respect entre nous. Quand on se recroise, on est d'assez loin les deux plus gros palmarès de ce sport. Et ça, je pense que c'est avant tout une fierté qu'il faut qu'on ait pour la France, de voir que ce qu'on a réussi à faire tous les deux depuis une vingtaine d'années, c'est quand même assez incroyable. Et plutôt que d'essayer de toujours nous opposer, c'est plutôt bien d'essayer de savourer cette domination qu'on a pu avoir tous les deux sur ce sport ces dernières années. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on vous a opposé, ça c'était une question de médias, mais vous n'avez jamais fait de l'obtention d'un 9e titre pour égaler Sébastien Loeb, une obsession. On peut en être étonné, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est encore cet objectif dans un coin de votre tête ou vous l'avez carrément mis de côté et que vous êtes peut-être plus proche de la retraite à l'arrivée du Monte Carlo? Vous vous êtes posé la question, je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. J'avoue que quand j'ai commencé ma carrière, les chiffres, les statistiques, c'est quelque chose que je regardais et qui m'intéressait. Bien sûr que j'avais envie d'essayer d'aller chercher le plus de choses possibles et d'atteindre le plus de victoires dans tous les domaines possibles. Maintenant, avançant dans la vie et dans ma carrière, c'est vrai que je suis arrivé à un point où comme je l'ai souvent répété maintenant, ma vie de famille et passer du temps avec mon fils est devenu une priorité plus grande pour moi et à laquelle j'accorde plus d'importance que les chiffres et les records. Du coup, c'est vrai que beaucoup de gens se sont posé un peu la question, pourquoi arrêter à ce moment-là à 8 titres alors que tout proche de pouvoir aller au moins essayer d'égaler le record, voire essayer de battre le record de titres. Je vais dire que voilà, si j'avais pu réussir ça, ça aurait été sympa. Je ne vais pas cracher dessus, bien sûr. Maintenant, là où j'en suis aujourd'hui, je suis assez, en paix avec moi-même et avec le fait que j'ai pris cette décision de ne plus faire des championnats à temps plein depuis 2022 et de pour autant avoir la chance de continuer à courir et d'aller chercher des victoires comme ça au coup par coup sur quelques courses pour mon équipe. Ça me fait toujours autant plaisir et je prends toujours autant l'adrénaline dans un cockpit de WRC, c'est toujours quelque chose que je kiffe autant que par le passé. Mais c'est vrai que les records sont plus vraiment d'actualité parce qu'il faut être réaliste. Sans faire la saison complète, on ne peut pas vraiment espérer aller chercher d'autres titres. On va parler plus généralement du championnat du monde des rallyes. Il y a eu l'arrivée des voitures hybrides. On a finalement abandonné cette expérience. Là, je lisais il y a quelques jours que le fournisseur de carburant était en redressement. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre discipline ? Ouais, je pense que la discipline, effectivement, ne se porte pas au mieux à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a eu cette petite période avec les voitures hybrides qui a finalement été plus courte que prévu. Le fait qu'à l'heure actuelle, on est toujours dans un scénario où il n'y a que deux constructeurs et demi vraiment impliqués dans le sport, c'est pas fantastique. Pour autant, c'est quand même une tendance qui dure depuis assez longtemps dans le WRC. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu jaloux de voir qu'il y a des catégories comme le WEC, par exemple, qui ont fait des bons choix techniquement pour arriver à la fois garder l'implication des constructeurs et les motiver pour avoir des technologies qui sont, comment dire, d'actualité, quoi, qui prennent l'environnement en considération. On sait tous que c'est un point important de nos jours. Et aussi les budgets. Donc c'est sûr que le WRC à l'heure actuelle est dans une situation qui est pas très confortable et que j'espère évidemment que les choses vont changer. Il y a un nouveau règlement qui doit être présenté, qui aurait déjà dû être présenté d'ailleurs, mais on espère qu'il sortira bientôt, un nouveau règlement technique et qui, j'espère, s'inspirera un petit peu de ce qu'a fait le WEC pour essayer de redynamiser et relancer le WRC.
Vous avez parlé du WEC, le championnat du monde d'endurance. Vous avez fait une tentative pendant une saison en 2022. Ça n'a pas été reconduit. Qu'est-ce qui vous a pas suffisamment séduit dans cette discipline? Est-ce que c'est le fait de partager la voiture? Quand on est pilote de rallye, ça doit être particulier. On veut bien partager l'habitacle avec un copilote, mais pas partager le volant. Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, le fait que vous n'avez pas roulé directement chez Toyota, mais vous étiez en LMP2? Pourquoi vous n'avez pas continué? Alors déjà, pour commencer, c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup plu et comme je l'ai déjà souvent répété, j'espère pouvoir y retourner un jour. C'est un cumul de pas mal de petites choses, j'ai envie de dire. La première, c'est certainement le fait d'avoir toujours cette opportunité de rouler en rallye avec Toyota dans une voiture hyper compétitive, avec un environnement où on me laisse quand même beaucoup de liberté aujourd'hui, où j'ai quand même ce luxe de pouvoir décider plus ou moins quel rallye je fais ou pas. C'est incroyable. Incroyable que j'ai envie de saisir et de profiter le plus longtemps possible parce que c'est vrai que ça correspond complètement à cette envie que j'avais de pouvoir passer plus de temps en famille, d'avoir plus de temps pour moi et pour mon fils pour pouvoir le voir grandir et malgré tout continuer à faire des courses. Me lancer dans du WEC, il aurait fallu quand même s'investir beaucoup plus. Je ne pouvais pas me permettre de faire ça à mi-temps. Le rallye me permet de faire ça parce que j'ai l'expérience qui me permet de rester compétitif. En endurance, bien sûr que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que cette petite expérience, ce petit passage que j'ai fait m'a donné une idée un petit peu de ce que c'était et les 24 heures du Mans en particulier, une course qui m'a beaucoup plu. Pour revenir sur le fait de partager l'habitacle, effectivement, dans des courses de 6 ou 8 heures, c'est un petit peu plus frustrant de passer son week-end à attendre quand on a l'habitude d'avoir une voiture pour soi-même pendant toute une semaine. Mais malgré tout, il y avait pas mal de choses qui me plaisaient et c'est vrai que le partage, une fois de plus, en avançant dans la vie, dans ma carrière, au début, on est tous très égoïstes, on a envie de faire tout soi-même et d'en avoir le plus possible. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, par exemple, gagner le titre constructeur l'année dernière pour Toyota m'a apporté, j'ai envie de dire, presque autant de satisfaction qu'un titre pilote que j'ai pu avoir par le passé. Parce que c'est vrai que ce fait d'avoir poussé tous ensemble jusqu'au bout, jusqu'à la toute dernière spéciale de l'année et d'aller chercher ce titre constructeur ensemble était quelque chose d'assez fort émotionnellement et voilà, et le partage qu'on peut avoir d'une voiture avec deux autres pilotes en endurance apporte aussi des joies beaucoup et des plus jeunes que vous, hein. Lilou Wadou et Charles Milesi, ils étaient en plus beaucoup plus jeunes que vous, donc vous appreniez ensemble. Ouais, exactement, on apprenait ensemble, et beaucoup plus jeune et beaucoup plus léger surtout. Et d'ailleurs, c'était aussi un des points qui m'a un petit peu frustré dans ça va cette souvent discipline, ensemble. le fait qu'il n'y avait pas de, comment dire, de BOP ou de poids mini en fait pour les pilotes. Et c'est vrai que ça favorise quand même énormément les pilotes légers. Et ça, c'était un petit peu frustrant pour moi. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul à avoir évoqué. Je crois que même un certain Max Verstappen en a parlé il n'y a pas très longtemps, que c'est quelque chose qui l'attirait, mais qu'il Il y a une règle maintenant, vous pouvez revenir. Tant qu'ils n'ont pas mis un poids mini pilote. Et je pense que d'ailleurs, si j'ai bien compris, les discussions sont bien avancées là et ça devrait être réintégré très bientôt. Ou ça l'est déjà peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas suivi là. Ouais. Il y a un poids moyen maintenant pour l'équipage. Ça y est, ça a été. C'est fait pour vous. Ouais. Alors il y a une cause commune il y a une cause commune entre Rallyman et Pistard depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est les amendes infligées à des pilotes pour des petits écarts de vocabulaire, du langage, mais vraiment familier, qui n'offensent personne. Et pourtant, les amendes tombent lourdement. Et il y a votre ancien coéquipier, champion du monde, copilote, Julien Ingrassia, qui s'est mis à la tête de la World Driver Rally Alliance pour essayer de discuter avec la FIA et de trouver un compromis et déjà même dialoguer, ce qui paraît difficile pour mettre fin à ces amendes absurdes. Quel est votre positionnement là-dessus ? Effectivement, je pense qu'on est tous unanimes dans cette situation à dire qu'il faut qu'on arrive à trouver un compromis et un point, comment dire, les amendes qui ont été infligées là et la dernière en date à Adrien Fourmeau, Rallye de Suède, n'ont pas vraiment de sens et pas vraiment lieu d'être.
on est assez d'accord pour dire qu'on doit. On rappelle, c'est 10 000 € d'amende pour un petit commentaire de frustration à l'arrivée d'une spéciale. 20 000 € avec sursis s'il recommence. C'est totalement absurde. Là, ça devient kafkaïen. Il y a un vrai problème aujourd'hui là-dessus qu'il va falloir régler rapidement. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que le but de cette association est de créer l'association un petit peu comme le GPDA que les pilotes de F1 ont depuis longtemps. Le but, c'est d'essayer de créer un dialogue avec la FIA et avec les instances pour effectivement ne pas se retrouver dans une situation où tôt ou tard, plus personne ne va dire quoi que ce soit aux arrivées et on va finalement... on va tous être perdants, le sport en premier, et les fans vont complètement être les plus gros perdants de voir que toutes nos émotions ne sont plus partagées. Donc oui, l'idée, c'est de trouver un compromis et d'essayer d'arrêter ces amendes qui n'ont pas lieu d'être. Concernant, vous avez parlé de votre engagement en WEC. Est-ce qu'une course comme Pikes Peak vous titille aussi un petit peu il y a eu des engagements spectaculaires par le passé de constructeurs français, de pilotes français, pour ne pas le nommer, Sébastien Loeb. Est-ce que vous aimeriez aussi rejoindre un petit peu cette cohorte sur cette épreuve exceptionnelle? J'avoue que ne jamais dire jamais, mais c'est pas forcément quelque chose qui me fait rêver ou qui m'attire plus que ça. Quand je vois les images des années 80 ou 90 et la fameuse on est d'accord. Que tout le monde connaît, avec le pare-soleil complètement sur terre, je pense que là, à ce moment-là, j'aurais signé des deux mains tout de suite. Là, maintenant que c'est 100% asphalté, j'ai envie de dire que ça me fait un petit peu moins rêver que l'épreuve originelle, on va dire, des années avant 2000, je dirais. Mais après, ne jamais dire jamais. Peut-être qu'un jour ou l'autre, un projet va se mettre en place devant moi avec une opportunité sympa, une voiture sympa. Pourquoi pas? Peut-être que j'irai un jour, mais c'est pas quelque chose qui est forcément sur ma to-do list. Sébastien, j'aimerais bien savoir si, j'imagine, vous regardez la Formule 1. Je vais mettre une sous-question. J'aimerais bien avoir votre regard sur un garçon comme Max Verstappen. Je vous trouve quelques points communs. Et évidemment, le talent, ça c'est facile. Mais aussi... la grande oui, voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que voilà, c'est sincère, ça sort. Et quelquefois, parfois même... quitte à écorner un petit peu votre image, passer pour un grincheux, un peu comme un Max Verstappen en fait. Sébastien, un franc-parler quand même. Oui. À propos de Max Verstappen, on est quand même régulièrement dans l'outrance. C'est autre chose encore, mais on sent le caractère. Oui, voilà. Il est plus jeune aussi, Max. Ouais, je pense que chaque champion, de toute manière, a du caractère. Après, c'est vrai qu'on a la tendance à être assez entiers tous les deux et à dire rapidement ce qu'on pense. Alors, des fois, c'est pas facile, sur le coup de l'émotion et sur le coup en particulier pour nous en rallye, quand on te met un micro devant le nez juste à la fin d'une spéciale, des fois, on est encore plein d'adrénaline et c'est vraiment pas facile de se contrôler. Et il faut quelques années peut-être pour apprendre à faire ça. Et voilà, même si aujourd'hui, passé la quarantaine, je pense savoir me contrôler un petit peu plus. Il y a toujours des situations qui sont délicates à gérer. Après, je dirais qu'avant tout, un garçon comme Max Verstappen, malgré son caractère, c'est quand même un pilote incroyable. Et le talent, ce qu'il arrive à faire en Formule 1, je pense qu'il y a peu de pilotes dans l'histoire de ce sport qui ont été capables de pousser les choses aussi loin. Et c'est vrai que la Formule 1 à l'heure actuelle est quand même assez excitante à suivre. Donc oui, bien sûr que je regarde les courses et je suis impatient de voir le week-end prochain ce qui va se passer à Melbourne et de voir un petit peu les forces en présence. Mais c'est vrai que c'est beau de voir que le sport finalement est un petit peu plus ouvert aujourd'hui et que c'est impossible de prédire le prochain vainqueur, ce qui n'a pas forcément été le cas pendant de nombreuses années. Alors la Formule 1 sans Grand Prix de France et le Mondial des rallyes sans Rallye de France. Le nouveau président de la FFSA, de la Fédération française de sport automobile, a dit que c'était l'une de ses priorités, remettre un Rallye de France au calendrier. Est-ce que ça vous manque? Je pense oui, évidemment, mais pourquoi?
Bien sûr que ça me manque, bien sûr que ça me manque. Après, bon, on a la chance d'avoir quand même le Monte-Carlo qui se déroule en France, hein. Il faut pas se cacher. Oui, C'est oui. quand même une belle opportunité pour le public français d'avoir une épreuve sur notre sol. Mais c'est sûr que d'avoir un rallye de France organisé par la FFSA, ça manque à tout le monde, et en particulier pas quelque chose comme le Tour de Corse. C'est quelque chose qui nous a tous fait rêver en tant que pilote. Donc j'espère qu'un jour ou l'autre, le Rallye de France sera de nouveau au calendrier du mondial. Pour ce qui est du Grand Prix, ça serait génial aussi, mais c'est sûr qu'on vit une époque où les contraintes budgétaires sont de plus en plus difficiles à réunir pour organiser de tels événements. Mais après, moi, je suis d'avis à dire que c'est important d'avoir des épreuves historiques dans chaque sport, et de garder des épreuves sur des lieux qui ont une histoire, qui ont vraiment marqué notre sport. Et donc, c'est sûr qu'une épreuve comme le Tour de Corse, si elle revenait au calendrier, je suis sûr qu'il y a 99% Vous la mettriez sur la liste. En tout cas, il y a des fans qui seraient fans de ça. Vous la mettriez sur votre liste. Il y a de fortes chances, oui. Bon, voilà, maintenant, le championnat du monde des rallyes, c'est ce qu'il lui reste à faire. On va s'arrêter là. On aurait 14 000 questions à vous poser, hein, presque autant que de spéciales que vous avez remportées dans votre carrière. Et je sais qu'on est tous un petit peu pris par le temps. Merci Sébastien Ogier d'avoir été avec nous pour lancer cette saison 2025 des Fous du Volant. Vous voici intronisé dans notre confrérie. Les victoires en spécial, c'est 749 à date. Voilà, on en aurait même plus des questions à vous poser. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, et puis on peut se prendre un rendez-vous dans quelques mois pour faire une petite update. Alors, si vous voulez, je peux vous proposer un petit truc, si vous voulez. Allez, on le fait là, dans le cadre de l'émission. Une petite balade dans le paddock des 24 heures du Mans, ensemble. Je sais pas, est-ce que vous allez aller... est-ce que vous êtes libre mi-juin ? Il faut que je regarde, parce que c'est vrai que c'est une époque où je risque de faire quelques rallyes aussi, mais je crois qu'il n'y a pas de rallye pendant les 24 heures cette année. La semaine des 24 heures, on se dit, on se fait une petite balade dans le paddock tous les deux ? Eh ben, si jamais je suis là, ça sera avec plaisir. Avec un immense plaisir. Merci beaucoup, Sébastien Ogier. Merci, à bientôt, bonne journée. À très bientôt, au revoir. Bon, du coup, moi, je suis pressé de me retrouver à la mi-juin au Mans. T'imagines déambuler avec Sébastien Ogier dans le paddock des 24 heures ? Ça va être plutôt cool. Oui. J'espère que ça va pouvoir se faire. Hein. Oui, tout à fait. Alors là, il parlait effectivement de son engagement en endurance, qu'il aimerait y retourner. Je trouve qu'il y a goûté un petit peu tard. C'est un petit peu comme Valentino Rossi, hein, qui a percuté un petit peu tardivement. Il aurait pu laisser la MotoGP plus tôt et commencer son apprentissage et être peut-être aujourd'hui dans une Hypercar BMW. Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas vraiment possible, qu'il a passé l'âge, que voilà. Mais ce que je retiens dans tout ce qu'il fait en fait dans ses engagements à Seb, c'est la notion de plaisir d'abord. Et ce qui est génial, complètement génial, c'est qu'il fait passer sa profession, son métier de papa avant tout le reste. Et c'est ce qui compte, parce qu'après tant d'années de compétition, quand on a une famille, on réfléchit différemment. Il y en a qui n'osent pas faire ce changement dans leur vie. Il se fait un programme à la carte, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. C'est juste incroyable. Bon, il a une stature extraordinaire, forcément. C'est une référence absolue dans le monde des rallyes aujourd'hui. Alors, quand je l'entends qu'effectivement, il ne veut plus s'engager sur un championnat complet, je me dis c'est vraiment dommage, parce que s'il fait tous les rallyes sur une saison, on en est tous convaincus, il est champion du monde. Il a failli l'être en faisant 2/3, les 3/4 d'une saison, c'est passé tout près. Bon, voilà, mais il n'a pas de regrets par rapport à ça. Il vit très, très bien. Il a d'autres projets. C'est ça qui est le plus important. Bon, et puis, une petite correction, un petit mea culpa. J'ai dit qu'il était en tête du championnat. Ben non, parce qu'il y a eu le rallye de Suède qu'il n'a pas fait. Et donc, il n'est plus en tête du championnat. Moi, dans mon championnat à moi, Sébastien Ogier, il est toujours en tête. Voilà, on a corrigé la petite boulette. On fera quelques petites imperfections, enfin, quelques erreurs. Justement, de voir si tout le monde suit. On essaiera de les rectifier quand même avec votre concours. Mais effectivement, c'est important de le dire. Et de passer maintenant à la suite et ce qui nous a scotché cet hiver. Et ben on va voir ça. Dans ce duel à 3 qui se prépare ou qui va se poursuivre entre McLaren, l'écurie championne du monde,
Ferrari, deuxième du championnat constructeur l'année dernière, et puis Red Bull qui était jusqu'à présent à la référence, c'est surtout l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ça a été la grande, évidemment, le grand moment de cet hiver, l'arrivée à Maranello de Lewis Hamilton. Tu as vu le regard de Fred Vasseur dans le stand à Fiorano pour les premiers tours de roue de Lewis Hamilton, c'était juste fascinant. C'était pas un regard de patron. Non, j'ai pas trouvé que c'était le regard d'un patron. On est chez Ferrari, on est des habitués, on est des pros. Lewis Hamilton est là, c'est normal. Non, il avait un regard mais d'admiration totale, presque un fan, quoi. Et je trouve ça mais absolument génial, quoi. Lewis Hamilton est en train de régénérer tout le monde chez Ferrari. C'est une énorme surprise quand même. Oui, alors moi, personnellement, je dirais pas fan, mais il a abouti quelque chose. Il y avait quelque chose de familial dans son regard. Et il a un papa, hein, Lewis Hamilton, on le connaît bien. Il y était d'ailleurs, mais il y avait quelque chose de vraiment, oui, presque de familial dans ce regard. Soit dit en passant, avant d'attaquer un peu plus dans le détail. Fred Vasseur, Ferrari, absolument royaux avec le traitement au moment de quitter Carlos Sainz. Cette séance organisée avec le papa et le fiston dans la monoplace de F1 sur le circuit. J'ai trouvé ça vraiment... Comme quoi on peut bien quitter un pilote en Formule 1. Il suffit de savoir faire les choses dignement, de les assumer. J'ai trouvé ça fabuleux. Avec élégance, avec classe, c'est le mot. Je trouve. Vraiment, c'était tout à fait ça. Et puis, on le rappelle, c'est qu'en fait, Carlos Sainz n'avait pas de contrat au-delà de 2024. Et quant à Lewis Hamilton, qui est sur le marché, tu saisis l'occasion, forcément, c'est une évidence. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, alors tu as parlé de ce traitement, Ferrari a déroulé le tapis rouge pour Lewis Hamilton, mais c'est surtout auprès des tifosi, chez les tifosi, cette ferveur, cette fascination absolue pour Lewis Hamilton. Et on a dit, alors il a été accueilli comme jamais un pilote ne l'avait été chez Ferrari, parce qu'il arrive avec tous ses titres de champion du monde. Et moi, ça m'a fait un petit peu penser quand même à l'admiration qu'avait suscité Gilles Villeneuve chez Ferrari. Et à l'époque, on parlait de fièvre Villeneuve. Les Canadiens parlaient de ça, et de par le monde, en fait, cette effervescence qu'il y avait dans les tribunes, chez les tifosi, qui étaient en surchauffe en permanence quand Gilles Villeneuve était en piste. Et je pense qu'on va vers ça, vers cette fièvre Hamilton, vraiment. Alors, on verra s'il y aura de l'adoration. Il y en aura certainement par rapport à ce que fera ensuite Lewis Hamilton chez Ferrari. La première victoire, je pense que ça va être du délire. Et Charles Leclerc aussi. Parce que le petit prince, il a aussi Ferrari, bien accueilli, quand même Charles Leclerc. C'est ça, et, avec bienveillance. Je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est un duo de rêve, franchement, qui démarre. Et pour Lewis Hamilton, on est tous assez heureux finalement, parce que chez Ferrari, il commence une sorte de thérapie pour faire le deuil définitivement de Abu Dhabi 2021, ce titre qui lui a manqué. Hein. Donc Lewis Hamilton, 8 fois champion du monde, moins un tour. Donc ce tour, il va essayer de le compléter chez Ferrari. On espère qu'il y parviendra. Et puis aussi 3 saisons frustrantes. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il arrive encore avec cette frustration, ce vide, et il s'adresse aux tifosi qui ont le même ressenti, parce que ça fait 17 ans d'attente. Pour les tifosi, qui sont quand même excités, qui voient arriver un grand pilote, et les tifosi, en fait, ils disent c'est notre dernière cartouche, c'est la plus belle, parce que Raikkonen, c'est le dernier champion du monde Ferrari en 2007, et après on sait que ça fait pchit quand même, globalement. Eh oui, et ça commence à faire longtemps. Hein, et ensuite, ils ont essayé avec un double champion du monde, Fernando Alonso, ça a échoué. Ils ont essayé avec un quadruple champion du monde, Sébastien Vettel, ça n'a pas fonctionné. Ils essayent avec un septuple champion du monde, carrément, on envoie l'artillerie lourde, et là on espère que ça va fonctionner. Et on l'espère tous, c'est vrai. Et ce 8e titre, ce serait la cerise sur le gâteau, un accomplissement formidable. On n'en est pas là, mais il reçoit déjà tellement d'amour. Je fais le lien avec Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve qui a une aura fantastique chez Ferrari, qui n'a jamais été champion du monde, mais qui a été finalement bien plus que ça. Et si Lewis Hamilton repart de chez Ferrari sans titre mondiaux, parce que ça n'aura pas fonctionné pendant 3-4 ans, c'est pas très grave, parce qu'il aura déjà vécu ça, qui sera équivalent à bien plus qu'un titre mondial. Personnellement, j'espère pas qu'il soit champion du monde, ou j'espère pas qu'un tel ou un tel soit champion du monde. Je suis neutre. En tout cas, j'espère qu'il va être dans la situation de l'être. Parce que là, clairement, si on se retrouve avec un Lewis Hamilton dans la course au titre en 2025, on va vivre une saison qui ne ressemblera à aucune autre. Pour un petit mot juste, j'aimerais juste, en fait, il y a un petit risque pour Lewis Hamilton.
c'est qu'ils deviennent le premier pilote arrivé chez Ferrari et à repartir avec moins de titres qu'il est arrivé, puisqu'on a eu les dates en fait, des audiences du procès provoqué par Felipe Massa auprès de la Cour de Londres. Ça se passera fin octobre. Et Felipe Massa conteste en fait l'obtention du titre en 2008 de Lewis à Hamilton. l'avantage de Lewis Hamilton et essaie de le dans récupérer. Ce fameux dernier tour du Grand Prix du Brésil. Hein. Donc il met en cause la FOM, la FIA et Ecclestone en disant ces gens-là savaient en fait et n'ont rien fait. Il fallait annuler le résultat du Grand Prix de Singapour. Et si on annule le résultat du Grand Prix de Singapour, je suis champion du monde. Alors Felipe Massa, pour l'instant, il dit moi je veux juste qu'on reconnaisse une malfaçon et qu'on me dédommage en fonction de ça. Alors est-ce que c'est après une somme ou est-ce que c'est récupérer le titre? Bon, je ne sais pas, ça me fait un petit peu peur. Chez Ferrari, c'est silence radio. J'espère qu'on n'en arrivera pas à cette extrémité et qu'on vivra le bonheur de Ferrari et des tifosi toute la saison sans ce spectre, sans cette menace d'un retournement de l'histoire. On va parler des essais peut-être et il y a eu une sortie de piste pour Lewis Hamilton qui a tout de suite testé les limites de son auto. Alors c'est marrant parce que comme il l'avait fait chez McLaren pour ses premiers tours, vraiment ses tout premiers tours, il était sorti de la piste. Il était sorti de la piste aussi au bout de 15 tours avec la Mercedes, comme quoi il attaque à fond. Et je me souviens aussi que Michael Schumacher, quand il était monté pour la première fois dans une Ferrari à Fiorano, il n'avait même pas passé le premier virage. Et qu'ensuite, il m'a dit « Changez-moi ce virage parce que je ne l'apprécie pas. » Voilà. Et Ferrari avait changé le premier virage. Bon, il n'a pas demandé à changer le circuit de Fiorano. Peut-être un mot aussi, parce qu'évidemment, les chances de Lewis Hamilton, elles vont dépendre des performances de cette Ferrari. Est-ce qu'il y a eu un vrai bouleversement de la Ferrari pour cette saison 2025, Stéphane ? Alors, il y a eu un changement notable quand même, le passage d'une suspension avant attirant. Alors, ouais. C'est un système en fait, de suspension. Il y a tirant au poussoir. Les écuries passent de l'une solution à l'autre en fonction de leurs besoins, tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas un système réellement qui est mieux, c'est juste ce que tu recherches. Et là, il y avait deux objectifs, en fait, c'est monter les pneus plus vite en température, parce que Lewis Hamilton veut un train avant fort, comme d'ailleurs Charles Leclerc, mais alors apparemment, s'ils l'ont fait, c'est que peut-être que Lewis Hamilton a encore une demande un peu plus insistante, et ça, c'est le résultat aussi de réunions discrètes lors de la saison 2024 avec des gens du staff de chez Ferrari pour dire, on prépare quand même 2025, il y avait une certaine logique dans tout ça. Et puis, sur cette voiture, il y a donc un risque pris, et moi, ce que je vois au-delà de ça, franchement, c'est comment est-ce que Ferrari va faire, parce que il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Enrico Cardile qui est retenu par Ferrari de partir chez Aston Martin. Et Ferrari d'ailleurs a eu gain de cause. Il l'a annoncé en juillet de 2024 partant chez Aston Martin. Ils essaient de se mettre d'accord sur une date d'arrivée chez Aston Martin. Visiblement, Ferrari a dit ça sera en juillet 2025, ce qui est incroyable, c'est-à-dire 12 mois de garde livre pour quelqu'un de ce niveau-là. C'est-à-dire que c'était vraiment le directeur technique. Et le problème, c'est que je vois là un risque parce que son successeur, Loïc Serra, est arrivé de chez Mercedes le 1er octobre et il a décidé de changer justement cette fameuse suspension avant en ayant quand même pris connaissance de l'ADN de la voiture de 2024. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu de continuité et c'est Enrico Cardile qui pouvait organiser cette continuité technique chez Ferrari. Il n'y en a pas eu et ils prennent un risque par rapport à ça et Fred Vasseur a dit de toute façon, nous, on va regarder au bout de 5 Grands Prix où est-ce qu'on est. Et si on est un peu hors du coup, on shift sur 2026. Je te rappelle, Gilles, que sur le dernier précédent changement de règlement, en 2022, Ferrari est arrivé à mi-juin 2021 au Grand Prix de France en disant le développement de la Ferrari est terminé. Ouais, et ils avaient mis le paquet sur 2022 et la voiture était réussie. Et on rappelle qu'en 2026... Globalement, ici, même si la Red Bull était au-dessus, globalement, c'était vraiment un châssis de très bonne facture. On rappelle que 2026, c'est un nouveau package technique qui arrive pour les autos, avec moins d'effets de sol, des dimensions un petit peu réduites. Enfin, il va y avoir beaucoup de modifications. Les pneus changent, le châssis, l'aéro, le moteur. La motorisation, il y a vraiment une refonte totale. Donc il faut garder aussi cette échéance à l'esprit. On a beaucoup parlé de Ferrari. Reste que les favoris,
c'est quand même chez McLaren qu'on va les trouver, hein, champion du monde des constructeurs l'année dernière avec Lando Norris et Oscar Piastri. Stabilité dans l'équipe aussi, sur la lancée de 2024, c'est les favoris logiques pour toi, Stéphane ? Oui, et Norris dit d'ailleurs, on est vraiment dans l'incontinuité, la voiture est la même, avec les mêmes caractéristiques que celle de l'année dernière. Il y a un point simplement qui est un peu chaud, c'est qu'ils ont décidé là aussi de changer la suspension avant, et chez Red Bull, le directeur technique français, Pierre Vachier, dit qu'ils ont pris un gros risque. Cet hiver, Zak Brown, le boss de McLaren, avait dit « Nous avons pris un risque, nous avons été courageux sur le design. Attention ». Et c'est un petit peu surprenant, ça dénote une certaine confiance quand même d'un monsieur qui s'appelle Rob Marshall, qui est le designer en fait, qui est arrivé début 2024 et qui a bonifié la voiture, qui l'a transformée, qui l'a développée vraiment au point de viser le titre mondial et de le remporter. Et là, il a décidé de faire all-in, de refaire la suspension avant. C'est un risque. Et moi, ça me rappelle un peu le risque aussi qu'avait pris McLaren en 2013 pour la dernière année d'un règlement. Ils avaient tout changé. Ils s'étaient royalement plantés. Donc là, si ça marche, ça va être une bombe. Et si ça ne marche pas, ils vont être un peu en dessous les rivaux. Donc, à voir. On dit McLaren favori. Norris favori ? Seul favori ? Il est dans sa 7e saison de Formule 1. Là, maintenant, ça va être le championnat, la maturité, qu'on pourrait dire comme ça. C'est-à-dire que là, il a compris un petit peu au contact de Max Verstappen l'an dernier qu'il avait été un petit peu trop gentil. Oscar Piastri, je ne doute pas, fera un coéquipier, un soutien objectif, comme il l'a été jusqu'à présent, s'il est un petit peu en dessous. On avait vu que dans le rapport de force des duels en qualif sur 24 Grands Prix, je crois, l'année dernière, il avait été largement dominé. Il avait été largement dominé dans ce domaine-là. Du 20 à 4 ou du 18 à 6. Enfin, je ne sais plus, mais c'était un rapport absolument déséquilibré. Il n'y avait juste pas match. Voilà. Et à partir de là, je pense qu'il a tous les atouts, franchement. Et puis, c'est une écurie aussi qui fait peu de casse, des pilotes. Donc, en fait, ils avaient développé jusqu'au dernier moment l'année dernière. Même si cette année, je pense que juste avant la trêve, même au mois de juillet, toutes les équipes quasiment auront terminé leur développement. Ils ont juste un kit à Monza, parce que Monza, c'est tellement spécial que tu es obligé de faire. Voilà. Et puis peut-être une nouveauté, mais qui ne sera pas majeure en deuxième partie de saison. Donc, McLaren a les reins solides. Ils sont sur d'eux. Rob Marshall est un vrai guide technique, ancien adjoint d'Adrian Newey à la mécanique chez Red Bull. Il est très, très fort. Moi, je pense qu'ils ont tous les atouts. Je ne suis pas aussi certain que toi sur l'avantage de Lando Norris sur Oscar Piastri. On l'avait vu quand même plusieurs fois l'année dernière, Piastri très menaçant envers Lando Norris. À mon avis, Piastri, il va démarrer pied au plancher. En plus, il sera à domicile sur la première épreuve à Melbourne. Moi, je dis attention à Piastri. Ça peut être. On espère. Ça peut être. On prend un enjeu aussi. Ouais, mais ça peut être aussi le danger pour McLaren de se retrouver avec une lutte en interne. Ça peut être la mauvaise surprise pour Zak Brown et son équipe. Dans ce trio, on met Red Bull évidemment avec Max Verstappen. Qui a fait plutôt profil bas, Red Bull, pendant l'hiver. Ils disent clairement, non, les favoris, c'est McLaren. C'est une posture ou c'est vraiment ce qui se passe en interne ? Ils ont été un petit peu déçus de leur test à Sakir. La voiture ne répondait pas à chaque fois exactement comme ils avaient prévu quand même. Et Max Verstappen a dit, on ne visera pas la victoire à Melbourne. Voilà. Le but, c'est de se servir des 2 premiers Grands Prix pour progresser. Et puis après, on essaiera de revenir en jeu. Sur une saison à 24 Grands Prix, ça ne pose aucun problème. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de remettre en question l'idée chez Red Bull de rendre la voiture pilotable par les 2 pilotes, ce qui n'a pas trop été le cas ces dernières saisons avec Sergio Pérez. Tu n'as pas lu mes notes, mais c'est exactement ça, franchement, parce que Pérez se plaignait d'une fenêtre d'exploitation trop étroite, tout à fait. Et là, c'est ce qui pêchait l'année dernière, donc ils ont fait un petit sacrifice en termes de perfo là-dessus. Donc ça veut dire ils ont fait sortir Pérez, mais quelque part, ils l'ont quand même écouté. Ils l'ont écouté, mais surtout par rapport à un nouveau coéquipier comme Liam Lawson, qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui a besoin d'un petit peu plus de marge de manœuvre. Et ça sera profitable, je pense, pour le titre constructeur,
Je pense que chez Red Bull, s'ils peuvent être champions du monde des constructeurs cette année sans que Verstappen soit champion du monde pilote, ils signent tout de suite. Hein. Et Max Verstappen a dit simplement la voiture est mieux en entrée, de virage jusqu'à la corde, et après c'est un peu plus compliqué. Et puis on a toujours le même problème avec les bordures. Bon, on verra ce qu'il en est. La grande question, c'est de savoir si Red Bull peut maintenant marcher vraiment seul, maintenant qu'Adrian Newey est vraiment parti pour de bon. Alors, Adrian Newey avait quand même pris du recul de la hauteur. C'est vrai. Hein. Et l'année dernière, c'est vrai, ils ont commencé très très fort en 2024. Il y a eu un creux, il y a eu un vrai creux sur les un trou même. Deuxième et troisième trimestre, deuxième partie du championnat, troisième partie du championnat, et la quatrième, la dernière partie, ils ont un petit peu remonté. C'est-à-dire que Pierre Vacher a été capable de faire le bon diagnostic et de remettre de la performance dans la voiture. Et Pierre Vacher, maintenant, en fait, ça fait quand même longtemps qu'il décide tout seul. Adrian Newey avait une vision d'ensemble, globale, mais il prenait de plus en plus de hauteur. Ça ne les inquiète pas tellement chez Red Bull, mais dans le clan Max Verstappen, son père, Jos, a quand même mis une grosse pression en disant « Moi, pour moi, on ne va pas dans la bonne direction, j'attends de voir, j'espère que ça va le faire, mais je suis sceptique. » Bon, reste à voir ce que fera Liam Lawson. Ouais, ça c'est peut-être même le plus gros enjeu pour Red Bull. On connaît le potentiel de Max Verstappen. On l'a vu ne quasiment plus commettre d'erreurs en 2024. Comment ça va se passer avec Liam Lawson ? J'ai presque envie de dire, à combien de Verstappen sera Liam Lawson sur le début de saison ? Ça va être une vraie question. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, cette semaine, ça marque les 20 ans de l'engagement de Red Bull en Formule 1. Il y a 20 ans, ils disputaient leur premier Grand Prix. Et à propos de Lawson, ça ne t'aura pas échappé qu'il remplace Sergio Pérez, mais il prend sa place surtout dans le garage. C'est-à-dire qu'il va être positionné à gauche, comme l'était Pérez. Et chez Red Bull, on a un principe très simple. C'est quand un pilote en fait s'en va, il est remplacé par un pilote qui s'installe dans la voiture et on ne change pas surtout son côté du garage. C'est-à-dire que Red Bull dit, un pilote pour arriver et avoir une préférence pour un côté du garage, on dit non. On dit non parce qu'il y a une quinzaine de personnes dans chaque côté du garage qui ont leur gestuelle habituelle, leur habitude, et ça casserait la performance. Voilà. Donc, tu crois sérieusement que Lawson pourrait arriver en disant vous dites à Verstappen de changer de côté ? Non, mais s'il y a un Cador qui arrive un jour, il n'aura pas gain de cause de toute façon. Quel que soit son nombre de titres, ça n'est jamais arrivé. Donc, à voir, mais en tous les cas, ça dénote en fait l'esprit de performance, de cohésion. On ne laisse rien au hasard, et quelqu'un qui arrive, en fait, c'est juste une pièce qui change, et tout l'environnement, le reste, est à l'identique. Ça, c'est assez important. Bon, alors, j'ai une petite question piège maintenant pour Liam Lawson. C'est lui qui répond ou c'est moi ? Non, pour toi. Ah mince. À propos de Liam Lawson, combien y a-t-il de débutants en Formule 1 cette année ? Alors, moi, j'ai lu, j'ai entendu 4, 5, 6. Quel est ton chiffre, Gilles ? Je dirais 3. 3, tout à fait. Ouais, raison, pourquoi ? Parce qu'on a tout entendu, sauf 3. Mais toi, tu me sors 3, c'est le chiffre juste. On considère 3 quand tu es à moins de 6, non ? C'est pas un truc comme ça ? Alors, la réponse, moi, je l'ai cherchée dans autant que je pouvais me souvenir de certaines choses ou certains repères. Aujourd'hui, il n'y a personne qui dit un débutant, c'est temps de course, etc. Ça se passe non, mais les rookie tests. Non, alors, pas exactement, parce que les séances libres. Si tu n'as pas piloté les 2 dernières saisons, tu peux aussi faire partie de... Voilà, il y a certaines conditions, c'est pas exactement ça. Je vais te ramener juste un peu plus de 20 ans en arrière au championnat d'Euroseries de Formule 3 en 2004. Wow. À la fin du premier week-end, il publie le classement de la série après les premières courses, le classement général, et puis il publie le classement des meilleurs débutants. Et il y a 19 nouveaux pilotes dans le championnat, mais sur ce classement des rookies, il n'y a que 10 pilotes. Il y en a 9 qui ont disparu. Et il y a un certain Lewis Hamilton, alors comme d'autres, qui doit s'étonner de ça et qui dit « Mais pourquoi est-ce que moi, je ne concours pas non plus pour le titre de meilleur rookie ?» Et la FIA lui répond sérieusement « En fait, ce n'est pas votre première saison dans la catégorie. » Ah ouais ? Ah oui. Ce n'est pas la première fois que vous courez en Formule 3 dans un championnat ou autre, en course en tous les cas. Et on regarde, en fait, tiens-toi bien, Lewis Hamilton, la saison précédente, a participé au Super Prix F3 de Corée. Ah. Alors la FIA dit, en fait,
vous prenez une licence, vous courez, quel que soit le nombre de courses. Cette année-là, vous êtes le débutant, et l'année suivante, vous n'êtes le débutant, c'est votre deuxième licence pour courir. Point barre. Donc ça veut dire que là, il y aurait 3 pilotes qui n'ont jamais eu... Il y a 3 strictement au sens de la FIA. Voilà, la FIA okay. l'avait expliqué comme ça, et on n'a pas eu d'autres explications depuis, parce qu'on ne fait pas de championnat de débutants, mais ça, c'était... En la circonstance, c'était quand même le cas. Et la FIA, qui est quand même l'organisme qui produit les règlements, a donné son avis sur la question à cette époque-là, et je pense que ça fait autorité aujourd'hui, parce que franchement... Moi, j'ai vu 4-5 débutants, parce que Berman a fait 3 courses l'année dernière, une avec Ferrari, 2 avec non, c'est pas un débutant. Red Bull. Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis, Jack Doohan a fait le dernier Grand Prix. Voilà. Oui. Mais après, où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on a fait une course, 2 courses, la moitié d'un championnat? Bon, voilà. Et dans ces débutants, il y a quand même Isaac Hadjar. Faut quand même, on n'avait pas pu en parler à la fin de la saison. C'était pas encore officiel. On a 3 Français sur la grille de départ de Formule 1. C'est quand même une bonne nouvelle. Écoute, oui, excellente. On l'attendait. Alors, encore une fois, Lou Marco dit c'est mon petit Prost, c'est le petit Prost. Alors, il faut vraiment se méfier de ces rapprochements de pilotes, parce que bon, Prost, quand on pense à ce que c'était. Je pense que ça le dessert de lui mettre cette étiquette. En tous les cas, lui, il n'en parle pas. Isaac Hadjar, il fait sa vie et puis il a envie de bien démarrer et d'être aussi performant que Tsunoda. Mais on va voir ce que ça donne. Mais en tous les cas, 3 pilotes français en Formule 1, quand on dit que la F1 française ne se porte pas très bien, on n'a pas de Grand Prix de France, c'est vrai, mais avoir 3 pilotes, c'est quand même assez génial, effectivement. 3 pilotes tricolores. On a parlé justement du 3e pilote arrivé, le 3e pilote français arrivé en Formule 1. On va peut-être parler de l'équipe qui court sous licence française. J'ai du mal à dire que c'est toujours une équipe française, Alpine, mais en tout cas, Alpine court sous licence française. 2025 pour Alpine. Est-ce que on rappelle qu'il y a eu tous ces événements, que le début 2024 avait été quand même très très compliqué, qu'il y a eu quand même une belle embellie, une grosse embellie sur la 2e saison 2024. Esteban Ocon parti, remplacé maintenant par Jack Doohan. C'est l'année du retour sur la première page du classement du côté d'Alpine, selon toi? Du renouveau. En termes d'ambiance, Pierre Gasly a dit... c'est le jour et la nuit, en termes d'ambiance, d'organisation. Flavio Briatore, d'ici le discours, nous sommes redevenus une équipe de course. Il y avait une désorganisation totale. C'est vrai qu'on a vu, ça a été folklorique, franchement, sur les derniers mois qui ont précédé l'arrivée de Briatore et l'arrivée surtout de David Sanchez, les deux étant assez étroitement liés. Et là, maintenant, c'est vrai qu'il y a un cap, il y a quelque chose qui est clair. C'est vrai que je crois, Flavio Briatore, quand il dit « je sais comment fonctionne une écurie de course et je sais ce qu'il faut mettre dedans pour que ça fonctionne ». Là, je peux vous dire qu'on est reparti sur de bonnes bases. Bon, on a vu une belle progression sur la 2e moitié du championnat et vraiment sur les derniers Grands Prix, dû certainement à David Sanchez, le nouveau directeur technique, un ancien de longue date de chez Ferrari, un designer qui a vraiment compris la voiture assez vite et qui a pu la redresser. Donc je pense qu'ils ont l'intention de continuer sur ce schéma-là, sachant que la voiture n'a pas tellement évolué, mais manifestement, il y a encore un potentiel de développement. Des défauts, clairement. Tout à fait. Et puis surtout, Pierre Gasly dit, quand on fait un réglage, elle répond, elle réagit exactement comme on pensait. Ouais. Ça, c'est super important. Ce qui est primordial. Très bon signe. Si vous faites un changement de réglage et que la voiture ne réagit pas, parce que quand vous faites un changement de réglage, c'est pour aboutir à quelque chose. C'est pas juste pour voir ce que ça donne. Si la voiture ne réagit pas comme vous l'attendez, vous êtes totalement perdu. Et qu'elle devient imprévisible, inconsciente, ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, embêtant pour un comportement routier. Est-ce que le fait aussi qu'il est associé maintenant à Jack Doohan, est-ce que le fait que maintenant Pierre Gasly soit le leader incontesté de cette équipe côté pilote, ça peut donner un avantage? Ça va le mettre aussi au cœur des discussions, vraiment sous pression. D'ailleurs, il y a déjà quelques petites phrases de Flavio Briatore qui contribuent à mettre le Français sous pression, tout de suite. Alors, sous pression, oui. Alors, Pierre Gasly dit, moi, j'attendais ce rôle de leader, on me le donne enfin. Je constate qu'on m'écoute encore plus qu'avant,
Ça, c'est ce qui est important. C'est vrai que on essayait ils d'écouter étaient dans aussi une même Esteban zone de Ocon. performance l'année dernière avec Esteban Ocon. Donc, on prenait du Gasly, on prenait du Ocon, et les deux ne se sentaient pas forcément écoutés en permanence, ce qui est tout à fait normal. Et maintenant, Gasly, il a toutes les clés. Briatore a dit, c'est vrai, il a fait du très très bon boulot. Pierre nous a épatés l'année dernière. Mais avec Briatore, il faut toujours un petit peu se méfier. C'était pour la 6e place. Ouais. C'était pour la 6e place. Et quelqu'un comme Briatore, il pourrait dire, cette année, nous sommes plus ambitieux. Maintenant, j'attends autre chose de Pierre Gasly. C'est tout. Et d'ailleurs, de toute façon, il les a mis sous pression tous les deux l'hiver dernier en disant, on commence l'année avec Gasly et Douane, et après, on verra. On verra. Tout à fait. Si un pilote ne progresse pas, il sera remplacé. Voilà. Et ça vaut pour les deux. Oui, ça vaut pour les deux. Franco Colapinto, pendant ce temps-là, il regarde Jack Doohan en se disant, alors jusqu'à quand t'es là ? Mais à ce tarif-là, je te rappelle que Flavio Briatore avait congédié d'une façon absolument scandaleuse Esteban Ocon, un chantage insupportable sur le dernier Grand Prix, quelques heures avant la course, il lui dit si tu fais le dernier Grand Prix avec nous de la saison, le 24e, tu feras pas les tests avec As, etc. Bon, voilà. Et après, il avait justifié cet ultimatum en disant, bon, après son podium, je crois que c'était au Brésil, ils avaient fait 2 et 3, je l'ai senti un petit peu démotivé. Voilà. Là où je suis un petit peu plus inquiet, c'est que Flavio Briatore dit, voilà, moi je suis parti pour réécrire l'histoire. Je l'ai fait avec Benetton, avec un pilote hors norme qui s'appelait Michael Schumacher dans les années 90, un pilote qui s'appelait Fernando Alonso chez Renault au début des années 2000 et au milieu des années 2000, très bien. Maintenant, je cherche le pilote avec qui on sera champion du monde en 2027. Là, c'est too much. Voilà, c'est ça. C'est cette phrase-là où je me dis, là, c'est le problème. Tiens, elle est pour Pierre, cette phrase. Alors, je ne sais pas si elle est pour Pierre, mais Colapinto a été signé pour plusieurs années. Ça veut dire vraiment qu'ils le veulent. Pierre Gasly a un contrat aussi à long terme. On rappelle que Colapinto n'est pas dans la voiture, hein, c'est Douane. Un contrat. Alors, Douane aurait une période probatoire de 5 Grands Prix. Donc, il pourrait peut-être partir au bout de 4 Grands Prix cette année, tu vois, parce qu'il en a déjà fait l'année dernière. Bon, je ne sais pas bien. Mais en tous les cas, il cherche un gros calibre. Je ne sais d'ailleurs pas qui pourrait être ce calibre aujourd'hui sur le marché. Je pense qu'il avait contacté Sainz aussi, Carlos Sainz. Oui, tout à fait, ce qui était assez logique. Oui, après, je ne sais pas si Sainz a l'envergure d'un champion du monde, c'est autre chose, mais c'est un gros calibre quand même, ça on est d'accord là-dessus. Mais Briatore, pour justifier aussi ses choix, il s'est lancé dans une fuite en avant, en nous parlant de podium sur des bases régulières, certainement, parce que s'il l'a cité comme objectif de 2026 et le titre mondial, viser le titre mondial en 2027, ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux parce qu'il faut attendre de poser la voiture sur la piste en 2026 pour savoir ce qu'elle vaut. Il y en a qui ont des grosses surprises en 2022 avec le nouveau règlement, qui n'était pas du tout là où ils pensaient, pas du bon au bon bout du classement sur les essais de pré-saison. Ça veut dire qu'il est urgent d'attendre et de remettre un petit peu à plus tard ces grandes déclamations pour dire là j'ai des grandes ambitions, et ça justifie en fait de tout nettoyer puisqu'il a dit je suis là pour nettoyer. C'est ça. Merci, voilà. Donc on a compris. Est-ce qu'on peut voir quand même Alpine talonner ? On a parlé du trio de tête. On peut imaginer que Mercedes sera quand même pas loin d'être 5e du général, pas trop loin. C'est l'ambition. Lando Norris a parlé d'Alpine comme d'un challenger possible sur certaines courses cette année, vu les tests qu'ils ont faits. Donc c'est quand même pas rien. Il a parlé de Williams, je serai un petit peu plus mesuré. Albon a fait un très très bon temps lors de la dernière journée de test avec des C4, donc des pneus plus tendres que les C3 avec lesquels la plupart des pilotes avaient tourné. Et les C4 ne seront pas de toute façon utilisés au Grand Prix de Bahreïn. Donc ils avaient vraiment dopé leur performance. Ils ont peut-être encore besoin de sponsors, mais je mettrai un petit peu, je mesurerai les performances de Williams avec un petit peu plus de prudence. Mais oui, de toute façon, derrière le trio qu'on a cité, McLaren, Ferrari, Red Bull, il y aura Mercedes. Ils ont gagné des Grands Prix l'année dernière, il ne faut surtout pas les oublier. On est clair là-dessus, même si avec l'arrivée de Kimi Antonelli. Voilà, aussi, tout à fait. Et puis Alpine, vraiment, qui peut être cité avec Aston Martin aussi, parce qu'ils ont fait une mauvaise saison, mais ce n'est pas Adrian Newey qui va transformer la voiture tout de suite. Je pense que ce n'est même pas son ambition. Il est sur le projet 2026, point, et ils attendent Enrico Cardile cette année. Ils ne vont pas l'avoir avant juillet. Je pense qu'ils vont souffrir chez Aston Martin, et qu'effectivement, s'il y a un rôle de challenger,
peut-être qu'assez souvent, Peut-être que Alpine pourra se mêler à Mercedes, à voir, mais avec... Oui, ça fera un pilote expérimenté et un débutant ou quasi-débutant de chaque côté. On verra ce que ça donne. Bon, il est temps de prendre un petit risque, Stéphane, maintenant. Allez, on se lance. 2 prédictions pour la saison 2025. On sait vite qui sera champion du monde, sauf si tu veux. Je te laisse faire ta première prédiction. Je fais la mienne, tu feras ta deuxième et je ferai ma deuxième. Vas-y, c'est parti. Une victoire pour Andrea Kimi Antonelli. Ah ouais. Avec Mercedes. Oui, okay. Tout à fait. C'est un pur talent. Plus de 10 000 km d'essai. Ça fait la valeur de plus d'un championnat d'entraînement. C'est 30 courses, je crois, l'équivalent de 30 Grands Prix en tout, en kilométrage. Okay. Donc, s'il y a une opportunité, je suis sûr qu'il la saisira. Eh bien alors, moi, ma première prédiction, c'est pour ça que je t'ai laissé faire beaucoup sur McLaren. Ma première prédiction, c'est que Piastri il termine devant Norris au championnat du monde. Très intéressant. Ta deuxième prédiction? Alors, ma prédiction, c'est des rapports de force qui vont tourner vraiment à l'avantage d'un pilote dans 3 écuries pour moi. Verstappen va laminer Lawson, je pense. Lawson, tu sais, il me fait penser à Eddie Irvine. Grande gueule. Il est venu. Okay. Il est venu. Ah, mais si. Donc, ça tombe bien. Choses, Liam, alors, tu peux rentrer. Liam Lawson, il a dit, là, par exemple, je ne comprends pas pourquoi est-ce que McLaren n'est pas une écurie néo-zélandaise en Formule 1. Elle a été créée par Bruce McLaren, son compatriote. Tout simplement parce que Bruce McLaren, qui était fantastique, qui était pilote, patron d'équipe, ingénieur. Concepteur. Donc, concepteur. Donc, champion du monde constructeur, il a déposé une licence pour courir sous licence anglaise, tout simplement. Donc, il donne son avis sur beaucoup de choses. Il se trompe. Un petit manque de connaissances. Un petit peu trop, je trouve. Et puis, il pense qu'il va mordre sur Verstappen comme Irvine pensait mettre en difficulté Schumacher. Ça n'est jamais arrivé. Je pense que ça n'arrivera pas. Voilà, mais il a quand même son petit caractère et ça, c'est intéressant. Eh oui, c'est logique. Voilà. C'est logique. Il veut détrôner Verstappen comme avant Ricciardo a détrôné Vettel et on a des exemples un peu dans toutes les équipes. C'est logique. Et puis je vois des rapports de force encore déséquilibrés chez Williams à l'avantage de Sainz face à Albon parce que Albon, on n'a jamais eu vraiment sa valeur à part chez Red Bull. Il était allé de façon un petit peu précipitée. Il s'est fait laminer par Max Verstappen. Et puis aussi, je vois chez Haas, Ocon dominer vraiment Berman. Berman, on reste vraiment sur l'idée de sa performance à Jeddah l'année dernière en remplacement improvisé. C'était fantastique quand même ce qu'il a fait. Moi, ça m'a fait repenser à ce qu'avait fait Mika Salo en remplacement de Michael Schumacher au Grand Prix d'Allemagne en 99. Il est en tête du championnat, du Grand Prix, et on l'empêche de gagner. Il végétait chez Tyrrell, chez Arrows. On s'est dit, mais ce gars-là est génial, quoi. Et on avait été super impressionnés. Puis après, il était retourné dans des équipes de niveau intermédiaire, des équipes challenger, il n'avait jamais percé, vraiment. Et je pense que moi, ça me fait un petit peu peur parce qu'on le met très très haut. Et son dernier Grand Prix, quand même, sous la pluie au Brésil, c'était un peu au Leader on Ice. Ouais, alors je pensais que tu allais nous parler d'un exemple un petit peu plus récent. Il y a eu Nyck de Vries aussi, qui a été vraiment impressionnant. Sur la foi d'une performance, juste à Monza, c'est vrai, absolument. Et ça n'a pas fonctionné derrière quand il est arrivé. Quand il est arrivé en tant que pilote officiel. Voilà. Moi, ma deuxième prédiction, toi, tu as parlé de Kimi Antonelli qui gagne un Grand Prix. Moi, je vais aller à l'autre bout du spectre chez les pilotes. Fernando Alonso va gagner un Grand Prix cette saison. Alors, je sais qu'Adrian Newey, qui est arrivé, il n'a pas mis les mains dans la voiture là, que Fernando Alonso va piloter. Mais il bouge tellement de choses chez Aston depuis plusieurs années maintenant, on peut le dire. Avec un côté parfois un petit peu irritant, le fait que Lance Stroll il soit là, parce que c'est le papa qui est le patron de l'équipe. Côté un petit peu grande gueule et tout, ok, très bien, mais il bouge tellement de choses que franchement, à un moment, il va se passer un événement et Fernando Alonso, il va gagner son Grand Prix. J'ai cette intuition. On verra bien, hein, là, c'est du ressenti. On verra bien. Et Aston Martin a d'ailleurs sorti l'outil décisif, l'arme de destruction massive. Ah bah oui, là, on peut plus lutter. On peut plus lutter, c'est dégueulasse. Une planche à dessin. Voilà, tout à fait. C'est une super façon de l'accueillir. On a parlé de l'accueil de Lewis Hamilton chez Ferrari, l'accueil d'Aston Martin. Voilà, ils ont tweeté là-dessus. Envers Adrian Newey, c'est génial. Parce que Adrian Newey ne s'est jamais mis à la conception, au dessin sur ordinateur. Il dit, moi, je suis un dinosaure de la Formule 1, je garde ma planche à dessin,
je dessine là-dessus, point barre, vous faites ce que vous voulez, vous, et ça marche assez bien, quand même. Ça, il est pas mal, le bilan est plutôt pas mal. Voilà donc pour nos prédictions. Allez, c'est la première de la saison. Un petit bonus. On va parler des décorations des Formule 1, les livrets de la Formule 1 qui ont été dévoilés fin février dans un grand raout du côté de Londres. Alors, spectaculaire. En fait, c'était une présentation commerciale. Oui. Pour moi, qui dit livret dit sponsor. Alors après, c'est très bien parce qu'on a un promoteur du championnat du monde qui dit venez. On va vous donner de l'exposition, on va vous mettre en valeur. Et c'était tout à fait ça. Et certaines écuries, on essaye de comme bouger Racing les Bulls, choses, ont complètement mis en avant ce naming de l'écurie en déballant les noms des sponsors, etc. Et chacun en a joué. Il y avait des plans, des travelling longs sur les sponsors, etc. Ils ont mis les moyens. Là pour ça. Ils ont mis les moyens. Et ça a plu aussi. Il manquait juste l'élément essentiel, c'est les nouvelles voitures. Je ne sais pas ce qu'ils feront l'an prochain parce que pour faire une telle présentation, il faut être assuré d'avoir les 20 titulaires du championnat, ce qui n'est pas toujours évident. Et l'an prochain, il faudra les voitures du nouveau règlement. Alors peut-être qu'on aura des maquettes, simplement, les écuries sont capables d'en faire pour organiser ça, mais on sait une chose, c'est que ça ne sera pas long. De toute façon. Bon. Non, la réflexion que je me suis fait, c'était impressionnant, c'était spectaculaire, il y a beaucoup de moyens engagés. Tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Los Angeles 2028. Je me suis dit, en fait, c'est exactement le problème. C'est spectaculaire, mais il n'y a pas d'âme. Et je pense que c'est le problème qu'ont en ce moment les organisateurs des JO à Los Angeles en 2028. C'est qu'ils vont faire quelque chose de grandiose, mais est-ce qu'ils auront l'âme des Jeux qu'il y a eu à Paris l'été dernier ? Je sais là, pas. on a mis la barre très haute. Exactement. Bon, on s'intéresse à la décoration mais quand on même, est parce qu'on confiant bavarde, pour les Jeux 2028 qui seront magnifiques. Et j'espère bien. J'espère bien. Oui, il faut le dire. Et on compte sur vous. Mais alors, laissez livrer. T'as vu, en petit liner, on a mis livré, délivré. Ah, pas mal. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui t'ont pas plu. T'as fait des notes, t'as préparé. Moi, je vais ajouter mon petit point de vue. Je crois que alors, sans la sulfateuse, on y va. Je l'ai pas préparé aujourd'hui. Je crois que j'étais mal luné parce que du coup, quand je relis mes notes, je me dis, mince, je me suis levé du mauvais pied. Bon, en 10e et dernière position, j'ai accordé un 2 sur 10 à Alpine. Il faut un mot. C'est moche. C'est moche. C'est moche. On dirait une F3. Tu sais, d'une équipe qui a mis des autocollants, et puis voilà. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est maladroit. Ouais. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est le A fléché sous fond rose. Où est passé le bleu Alpine ? Je pose la question sérieusement. Où sont les gardiens du temple là-dessus ? Voilà. Et le rose est devenu la couleur de l'équipe. À la télévision, les voitures sont beaucoup filmées de face. Et si tu remarques bien, c'est le rose qui domine. Et quand ils ont officialisé Colapinto, le tweet était vraiment sous fond rose. Et si tu regardes, il n'y a que du rose sur les combinaisons des pilotes. Le bleu a disparu. C'est Douane qui est titularisé. Voilà. Colapinto qui était officialisé pilote de réserve. Voilà. Ils l'ont présenté comme ça. Et le bleu a complètement disparu. Mais on continue de nous dire que c'est une équipe française. C'est une équipe française, voilà. Et puis l'an prochain, ils joueront au poker moteur et tout ira bien. Alors, poker moteur, on attaque fort la saison 2025. Bon, alors ensuite, en 9e position, on va remonter évidemment dans le classement, j'ai mis As, 3 sur 10. Alors, c'est pas qu'elle est moche, mais c'est la même que l'an passé. Alors, ils n'ont pas fait leur devoir, les mecs, ils ont ressorti la copie de l'année dernière. C'est pas une chose, c'est que Gene Haas, il est boss de Haas Automation, c'est-à-dire un fabricant de machinerie industrielle. Et qu'on a déjà le blanc et le rouge qui sont imposés. Et là-dessus, on met une couleur complémentaire. Le noir, c'est vrai que ce n'est pas hyper original, mais en fait, en même temps, c'est une vraie signature. Alors, je trouve que c'est quand même assez élégant, mais sans imagination. C'est vrai que là-dessus, après, on peut très bien on en ressort les vieilles recettes. On peut très bien imaginer que le budget n'est pas énorme chez Haas et qu'on n'a pas voulu dépenser d'argent. On n'a pas là-dessus, ça c'est sûr. C'est clair. Bon, par contre, en 8e position, et là je pense que ça va en surprendre quelques-uns, j'ai mis Ferrari. J'ai mis 4 sur 10 à Ferrari, parce que c'est pas possible. On ne peut pas avoir une Ferrari avec Lewis Hamilton dans la voiture et une verrue blanche et bleue là, sur le capot moteur. Non, c'est pas possible. Du HP ? Eh oui, ça c'est pour expliquer qu'ils sont à haut potentiel cette année. Mais effectivement, je croyais que c'était. Je trouve qu'ils ont. Je croyais que c'était roulette placard. Voilà. Ils ont renoncé quand même à ce total look, c'est-à-dire du blanc, du rouge, en regardant surtout le logo Ferrari, qui est maintenant partagé. Il y a un slash entre le blason de la Scuderia Ferrari de Cheval Cabré et le fameux logo de ce sponsor titre.
On avait l'habitude de voir ça chez les autres équipes. Et là, je me dis non, pas Ferrari. Et voilà, exactement. Voilà, fallait pas. Mais bon. La moyenne aussi. On s'y fera. Ouais, la moyenne pour Williams, 5 sur 10. Wow, l'association des couleurs bleu marine, c'est un beau dégradé noir, ok. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose, voilà. Non. Mais bon, ok, très bien. Là aussi, je pense que c'est pareil, ce n'était pas le sujet de conversation principal pendant l'hiver chez Williams. Sauber, c'est pareil, en fait. On retrouve la même dynamique que l'année dernière, avec cette fois du vert fluo. Il y a un joli petit dégradé, voilà. Bon, on aurait pu faire quelque chose d'un petit peu plus punchy. Ouais, ils ont 2 sponsors à mettre en avant, c'est 2 demi-livrés, en fait. Il y a des gens qui ne se parlent pas, il y a des designers de chaque côté qu'on fait. Toi, tu prends l'avant, moi, je prends l'arrière. Ça donne un truc un peu flashy. C'est un peu même. comme nous, hein, capillairement, on n'est pas du tout raccord. Hein. On pourrait très bien s'analyser. Bon, c'est la dernière année qu'on supporte ça. Voilà. Tous les deux, tu veux dire? Après, il y aura Audi. Ah oui, d'accord. Voilà. Je croyais que tu nous parlais de toi et moi. J'allais dire, tu es en train de m'annoncer qu'il y en a un de nous deux qui sera pas reconduit l'année prochaine. On verra ça. Allez, la moyenne aussi pour McLaren. Bon, voilà, il y a toujours le orange historique de McLaren. Je n'ai pas bien compris leur délire. Moi, il se passe pas grand-chose quand je regarde cette voiture. Bon, voilà. Alors, si tu notes bien, en fait, c'était un peu un sapin de Noël au début parce qu'ils cherchaient des sponsors. Que des petits sponsors. C'était une constellation. Il y avait une touche de noir, une touche de orange un petit peu partout. Et si tu vois bien, quand même, au fur et à mesure que l'équipe prend du volume aussi financièrement, il y a moins d'orange. Moi, je trouve au contraire que le orange gagne un petit peu plus de place. Et puis, ils sont sensibles à cette couleur qui est iconique, que porte aussi tout le personnel. C'est vrai que c'est pas dingue, mais au moins c'est le respect de l'histoire. Voilà. Tiens d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent et qui sont plus jeunes et qui n'ont pas connu l'histoire de Bruce McLaren que tu évoquais tout à l'heure, un petit peu pour Liam Lawson, hein, Liam, si tu nous écoutes, allez chercher des informations sur l'histoire de Bruce McLaren. C'est une histoire assez incroyable. Il s'est tué en essai. À Goodwood, ouais. C'est un vrai personnage. La F1, la Can-Am, si vous voulez connaître la Formule 1, pourquoi le orange allez vous renseigner sur le D'ailleurs, j'ai pas regardé personnage. Si il cachait un petit kiwi sur la carrosserie, c'était le petit jeu de la révélation à chaque fois où il y avait cette référence à Bruce McLaren et à ses origines, qui était assez géniale. Alors, la 4e place pour Red Bull, j'ai mis un 6 sur 10 pour Red Bull, parce qu'en fait, c'est une Red Bull qui pourrait passer sur on va fêter les 20 ans de Red Bull, on a le sentiment qu'elle n'a presque pas changé, cette livrée. Ils ont une marque tellement forte, avec évidemment cette décoration, ça marche. Donc là, il y a pour le coup, autant je suis un peu agacé quand je vois des équipes qui remettent quasiment la même chose, autant là je me dis mais dès que tu essayes de changer quelque chose, ça va pas. On était parti vers un truc un petit peu plus violet pendant certaines saisons, ça fait un peu bizarre. Bon, c'est du classique, ça marche, ça fait 6 sur 10, ok, très bien. C'est un copier-coller. Moi, je trouve que cette livrée est réussie et il faut penser qu'elle a été créée il y a 20 ans et que dès le départ, ils l'ont réussi. C'est fort et c'est leur identité. Je trouve qu'ils restent là-dessus. C'est bien aussi. Quand tu la vois passer, tu te dis j'ai compris, c'est la Red Bull. Exactement. Maintenant, sur le podium, j'ai mis Mercedes avec le sentiment. Il y a eu pas mal de bonnes idées ces dernières saisons chez Mercedes. On se souvient de la voiture complètement noire. Là, on a repris aussi du gris, le petit liseré vert turquoise. Qui est très subtil. Ouais, qui est subtil. Les étoiles sur le capot moteur. Ok, ça marche, ça le fait. Allez, moi j'aime bien. 2e place, j'ai mis pour la Racing Bulls. Parce que moi je la trouve marrante cette caisse. J'ai mis 8 sur 10. Il y a du peps, il y a des couleurs. Ça a un côté un petit peu... on a presque le sentiment que c'est un môme qui a colorié la voiture. Il y a des vraies couleurs. Enfin, voilà, je trouve qu'il se passe quelque chose quand tu la regardes. Il se passe quelque chose, je la trouve magnifique. Et il se passe tellement quelque chose que... Toi, tu l'aurais mis en premier, je crois. Oui. Ouais. Le mot d'ordre chez Red Bull aussi, obligatoire, contractuel pour les pilotes, c'était d'avoir un casque à dominante bleue. Et tu regardes les casques en fait des pilotes et c'est plus tellement le cas. Ils ont pris un petit virage de ce côté-là aussi, ce qui fait du bien parce qu'il y avait du bleu partout et les casques se ressemblaient. Mais en tous les cas, cette Racing Bull est extrêmement réussie. Je la trouve juste magnifique. Et moi, j'ai mis en 1. Donc toi, tu aurais mis Racing Bulls. Moi, j'ai mis en 1 l'Aston Martin parce que moi, j'adore ce vert. Bon, il y a juste l'aileron arrière là qui est dans un dégradé de vert bleu.
aux couleurs d'un sponsor de l'équipe. Ah, ça serait bien de... Alors, ah ben on a oublié, on a tout peint en vert. Alors, ils ont oublié surtout d'enlever le Flovis. À mon avis, c'est ça. Cette peinture, en fait, fluo, jaune, vert. Pour savoir l'écoulement. Voilà, c'est ça pour visualiser l'écoulement. On voit ça parfois le vendredi matin des Grands Prix, sur la première séance d'essai. Et effectivement, tu as l'impression qu'ils ont oublié de nettoyer l'aileron arrière. Bon, c'est pareil, quand tu la vois passer, tu sais que c'est une Aston Martin et elle ne se confondra jamais avec aucune autre voiture. Les dernières infos qu'on va vous donner, ce sont les horaires du premier Grand Prix. Alors, on est en Australie, on est à Melbourne, ça va piquer. C'est la première fois depuis 2019 que le championnat va débuter en Australie. Ça aurait dû débuter en 2020, on se souvient de la situation. Par contre, il va falloir payer son réveil, parce que là, vendredi, 2h30 du matin pour la première séance d'essai libre. Samedi, ça sera presque pas mal, 6 heures pour la qualif. Et par contre, le Grand Prix dimanche, c'est 5 heures. Waouh, ça va être longue la journée de dimanche. Vous dire aussi qu'on a un petit conseil lecture à vous donner. Oui, tout à fait. Pour bien débuter la saison, Inside Mercedes F1, l'écurie Mercedes a proposé à un journaliste britannique de faire des reportages en immersion pendant 18 mois. Ils ont ouvert toutes les portes à l'usine, sur les circuits, pour voir comment fonctionnait une écurie de Formule 1. C'est passionnant, surtout si vous découvrez ce sport. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est pour vous donner un petit peu les clés d'entrée de ce sport qui est juste fascinant. Et ce qui est génial là-dedans, c'est de voir, mais à tous les niveaux, le souci du détail qui est mis pour tout ce qui engage la performance. C'est juste fascinant. Voilà. Donc ça, c'est édité par Talent Sport. Allez, un petit conseil lecture pour démarrer la saison. Voilà, nous, on va se retrouver donc à partir du mardi qui suit le Grand Prix. Ça sera aussi un nouveau rendez-vous. C'est plus le lundi, c'est le mardi. Et donc, on se retrouve sur le YouTube d'Eurosport France en vidéo, en intégralité, avec surtout, alors, voir nos tronches, c'est peut-être pas le truc le plus exceptionnel, mais c'est surtout le fait de pouvoir nous poser des questions, nous orienter sur des sujets que vous aimeriez qu'on traite, des questions éventuellement qu'on peut essayer de relayer aux différents acteurs de la Formule 1 qu'on connaît, et comme ça on essaiera de renforcer un petit peu ce lien entre vous et nous. Et voilà, je crois que c'est le premier numéro de la saison. Ça pétille là maintenant, on a envie d'être vendredi 2h30. Tout à fait. On est prêt, Stéphane ? Oui. Tu es impatient, Gilles. On nous dit toujours d'ailleurs que ce premier Grand Prix de la saison, spécialement à Melbourne, c'est un Grand Prix de mise en place, qu'on ne sait pas la suite. Non, en fait, le Grand Prix d'Australie, il est quand même assez révélateur tous les ans du niveau des voitures. Donc, je pense qu'on va déjà avoir des premiers éléments de réponse sur toutes les questions qu'on se pose depuis cet hiver. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve mardi prochain pour le premier fou du volant post-Grand Prix de la saison. Passez un bon week-end à Melbourne. Et d'ici là, on coupe le contact. Il n'y a pas de trucage, on est vraiment synchro. On a répété.